Salut camarade, aujourd'hui je te présente un nouveau concept sur ma chaîne. Il s'agit d'histoires de survie sous forme de podcast que j'ai mis au point avec Niels, un ami écrivain. Ce podcast est le premier d'une longue série, j'en posterai régulièrement sur YouTube cette année. Pour cette première histoire, on part dans le golfe de Guinée, dans les eaux sombres de l'océan Atlantique. On va suivre l'histoire incroyable d'un marin bloqué 3 jours à 30 mètres de profondeur dans l'épave de son bateau. Je laisse Niels te raconter cette incroyable histoire. Dans les profondeurs de l'Atlantique, au large du Nigeria, une main fripée apparaît dans le faisceau d'une lampe. Elle appartient à Harrison Okenye, un jeune cuisinier embarqué sur un remorqueur, ayant fait naufrage 3 jours auparavant. Cette main qui flotte telle une apparition, un plongeur sud-africain cherche à s'en saisir, certain qu'il vient de trouver un nouveau cadavre. Seulement, à sa grande surprise, cette main enserre la sienne. Un pétrolier en danger. Le 26 mai 2013, à l'aube, un supertanker de la compagnie pétrolière américaine Chevron est en difficulté. Alors qu'il vient d'être chargé de pétrole près du golfe de Guinée, il est pris dans une tempête. Afin de le sécuriser et d'éviter un désastre écologique et financier, plusieurs remorqueurs sont envoyés sur place, dont le Jasconfor. Le puissant remorqueur fend les eaux agitées de l'Atlantique tandis que la tempête grossit. Il fait face à une houle monstrueuse et de puissantes vagues, mais cela n'inquiète pas l'équipage, habitué à de telles conditions. Sa mission du jour, fixer une ligne entre lui et le tanker afin de le stabiliser. Mais face aux conditions dantesques qu'il affronte, et contre toute attente, le Jasconfor chavire. Le naufrage. Il est à peine 5 heures du matin et une énorme vague se fracasse contre le remorqueur. Le navire se renverse instantanément et l'eau se répand à l'intérieur à une vitesse impressionnante, piégeant les 12 membres d'équipage. Entraîné par ce poids, le Jasconfor coule et se retrouve renversé dans le fond de l'océan à 30 mètres de profondeur. À l'intérieur du navire, la panique est totale. Au milieu d'un vacarme assourdissant, les membres d'équipage tentent de trouver une sortie, mais 11 d'entre eux périssent noyés. Seul Harrison Okenye, 29 ans, parvient à s'en sortir. Levé quelques instants avant le drame, Harrison se trouve aux toilettes vêtu d'un simple caleçon. Il pense sans doute à sa femme ou au petit déjeuner qu'il s'apprête à préparer quand une secousse terrible ébranle le navire. Sauvé par une poche d'air. Projeté d'un coin à l'autre de la cabine, Harrison est étourdi, peinant à comprendre ce qui arrive. Poussé par un instinct de survie, il s'extrait à la hâte des toilettes. Bloqué au niveau du pont inférieur, il progresse à tâtons vers une des trappes pour rejoindre l'extérieur, mais il réalise vite que celles-ci sont inaccessibles, tant l'eau qui s'y déverse est puissante. Après avoir vu 3 marins être aspirés par une vague, il fait demi-tour et lutte contre le courant pour trouver un abri. Tandis que le navire s'enfonce dans l'eau, Harrison se réfugie dans une seconde cabine de toilette avant de rejoindre un autre compartiment plus grand dans lequel il trouve une poche d'air salvatrice. Il est paniqué, choqué, mais bien vivant, même s'il craint que le niveau de l'eau monte dans son compartiment. Le navire immobilisé au fond de l'océan, il se retrouve plongé dans une obscurité totale et effrayante. Inquiet pour les autres membres d'équipage, il comprend qu'il ne peut rien pour eux. Peut-être ce sont-ils, et il l'espère, réfugiés dans leur cabine, ce qui est la procédure standard en cas d'attaque de pirates par exemple, qui sont fréquentes dans cette zone. Lutter contre l'hypothermie. À plus de 30 mètres de fond, Harrison affronte le manque de lumière, mais aussi une eau glacée. Son corps se refroidit rapidement et il comprend que cela représente un risque majeur. Autour de lui flottent de nombreux objets dont il se saisit. Tombant sur un matelas, il décide de construire une sorte de plateforme dans un coin du compartiment où il se hisse, maintenant ainsi une partie de son corps hors de l'eau glacée. Malgré le choc, Harrison a conscience qu'il doit à tout prix retarder l'hypothermie, qui correspond à une situation où la température corporelle passe sous les 35 degrés. En dessous de cette température et sans prise en charge rapide, la vie humaine est fortement menacée. Harrison a les bons gestes et reste calme, réfléchi, même s'il ignore encore qu'il s'apprête à passer 3 jours dans ce tombeau sous-marin, 3 jours sans eau ni nourriture, avec une simple bouteille de Coca-Cola pour subvenir à ses besoins. La solitude de l'océan. Une des épreuves les plus dures que doit surmonter Harrison est cette solitude extrême. Piégé au fond de l'océan, il n'a aucune possibilité d'agir. Il sait qu'il ne peut pas s'échapper seul de l'épave et rejoindre la surface. Il sait aussi qu'il ne peut pas chasser, pêcher, trouver de l'eau potable ou entreprendre quoi que ce soit pour améliorer sa situation. Il ne peut qu'attendre et penser à son sort. C'est là, comme pour d'autres survivants, on pense notamment à Steve Callahan, qu'il faut être capable de se détourner de cette détresse psychologique. Il faut être capable de s'évader mentalement, se rattacher à un visage, une présence, une croyance, à un élément réconfortant qui permette à la fois de ne pas abandonner et de se battre pour rester en vie. Pour Harrison, ce réconfort, il le trouve dans la religion et la figure du Christ qu'il invoque. Très croyant, il raconte « Je pleurais et je priais Jésus pour qu'il me secoure. Je priais si fort. »
Harrison trouve un salut dans la prière, mais aussi dans le souvenir des êtres proches. Sa femme, tout d'abord, qui lui a envoyé un psaume avant qu'il n'aille au lit la veille et qu'il se répète mentalement. Mais aussi sa mère, ses amis, son enfance. En revivant un passé, il arrive à penser à autre chose qu'à son sort qui empire au fil des heures. Alors qu'il vit une situation oppressante, l'angoisse que ressent Harrison est augmentée par les bruits qui l'entourent. De nombreux objets se fracassent contre la coque et sur le métal, le faisant douter de la solidité de la structure. Mais ces bruits ne sont rien en comparaison d'autres, bien plus terrifiants encore. Enfermé dans son compartiment, le corps à moitié immergé, Harrison se retrouve encerclé par des poissons, requins ou barracudas, qui s'en prennent aux cadavres des autres marins. Tout autour de lui, il entend les bruits de ses prédateurs se battre pour récolter un peu de chair humaine. Juste là, si proche, il imagine les corps de ses compagnons d'infortune en train d'être dévorés. Et cela laisse une empreinte dans son esprit. Il y a la peur que cela lui arrive et l'horreur que cela représente. Économiser l'oxygène. Harrison vit le cauchemar de tout claustrophobe, et son ennemi principal est la panique. Pour survivre, il doit rester calme et économiser l'air dont il dispose. S'il fait trop d'efforts, panique, se stresse, il risque de consommer plus rapidement le peu d'oxygène qui est contenu dans cette poche d'air. Le stress est une cause importante d'augmentation du rythme cardiaque, ce qui induit une accélération de la respiration, donc de la consommation d'oxygène. Le risque pour Harrison est qu'il ne reste plus que de l'azote dans sa poche d'air et que cela lui soit fatal. À mesure qu'il respire, l'oxygène est absorbé par son corps, mais l'azote, gaz majoritaire dans l'air, est rejeté. Les équipes de sauvetage qui interviendront 3 jours après le naufrage diront qu'elles ne pensaient pas trouver de survivants et redoutaient que l'inhalation d'une telle quantité d'azote soit mortelle pour l'organisme. Afin de s'en sortir, il était essentiel que Harrison garde son calme et régule son rythme cardiaque, ce qu'il est parvenu à faire au cours des 60 heures qu'il a passées coincé sous l'eau. Selon les spécialistes, quand il a été récupéré, il ne lui restait que quelques heures d'oxygène. À la recherche des corps. Avant de sombrer, le Jazz Comfort a pu lancer un appel de détresse qui a été reçu. Une fois que les conditions se sont améliorées, une première équipe de secours est intervenue sans succès. C'est 3 jours plus tard qu'une équipe de plongeurs sud-africains est dépêchée sur place pour remonter à la surface les corps à la demande des familles des disparus. Il ne s'agit pas d'une mission de sauvetage à proprement parler, mais bien de remonter les dépouilles. L'opération s'avère délicate. À cette profondeur, la visibilité est réduite et pénétrer dans une telle épave renversée au fond de l'océan présente des risques. Harrison entend les plongeurs de l'autre côté de la coque. Ayant foi en cet espoir, pensant que ses prières ont été exaucées, il réunit le peu de force qu'il lui reste et se met à crier. Il se saisit d'un objet métallique et frappe le plafond autant qu'il peut, espérant avertir les équipes de secours. Il sait au fond de lui que les chances d'être retrouvé sont minces. Pénétrer dans l'épave et inspecter le navire peut prendre du temps. Qui sait même si son compartiment est accessible depuis l'extérieur. Malgré ses doutes, Harrison ne perd pas espoir. Il quitte sa plateforme et avance dans l'eau. Quelques instants plus tard, il aperçoit une lumière émerger de la noirceur de l'eau. Il peine à y croire et tend la main vers cette lumière, la première qu'il voit depuis 3 jours. Derrière la lumière se trouve un plongeur sud-africain. Plusieurs cadavres ont été retrouvés, et quand il aperçoit la main de Harrison, le plongeur pense qu'il s'agit d'un autre corps. En regardant la vidéo de sauvetage qui a été rendue publique, on sent la surprise de ce dernier, qui est à la fois dérouté et effrayé quand la main de Harrison serre la sienne. Une surprise tout à fait compréhensible. On entend également les échanges entre le plongeur et Tony Walker, resté à la surface pour superviser la mission, qui s'exclame « Il est vivant! Il est vivant !» Une fois que les plongeurs trouvent Harrison, qui est sonné et en proie à des délires, ils cherchent à le rassurer et lui donnent de l'eau. Puis, l'équipe afin de sortir du compartiment. Un masque à oxygène est placé sur sa tête et il est en communication directe avec Tony Walker qui lui parle tout du long de son évacuation. Il lui demande notamment son nom, lui explique ce qu'ils font, tout en lui disant de ne pas paniquer et qu'ils vont le ramener à la maison. L'évacuation reste dangereuse, car Harrison n'a pas l'habitude d'être sous l'eau, et son état physique est très faible. Malgré cela, et plusieurs pertes de connaissance, les plongeurs parviennent à le guider hors de l'épave et à le faire rejoindre une cloche sous-marine de décompression. Tony Walker lui dit alors « Bon travail, mon ami, c'est très bien. Tu es un survivant. » Rejoindre la surface. Après avoir passé près de 3 jours sous l'eau, le calvaire de Harrison au Kenya n'est pas encore terminé. Au fond de l'eau, l'air est très compressé, et Harrison ne peut remonter sans respecter des paliers de décompression afin de réduire le taux d'azote dans ses différents tissus, dont son sang. Pour un plongeur sous-marin, il existe des tables de décompression afin de gérer au mieux sa remontée à la surface. Celles-ci sont présentées sous forme de tableaux qui vont indiquer la profondeur atteinte, la durée d'immersion et parfois un indice de majoration prenant en compte les plongées précédentes. Il existe différentes tables. L'une d'entre elles indique par exemple que pour une plongée de 30 minutes à 30 mètres, il faut respecter un palier de 9 minutes à 3 mètres. Autant dire que pour Harrison, qui a passé plus de 60 heures dans une bulle d'air pauvre en oxygène, la prudence est de mise. Il est impératif de réajuster ses niveaux de gaz dans le corps. Placé dans une cloche de plongée sous-marine qui maintient la pression interne, Harrison est remonté à la surface où il est tout de suite placé dans un caisson de décompression ou caisson hyperbare.
afin que son corps se réhabitue à la pression atmosphérique. Il y reste 60 heures, après lesquelles il peut enfin ressortir à l'air libre. Transféré à l'hôpital, il apprend qu'il est le seul survivant du naufrage. En entendant la nouvelle, il s'effondre, lui qui était certain que d'autres s'en étaient sortis. Bien que fatigué et souffrant de stress post-traumatique, de desquamation de la peau, de cauchemars ou encore de troubles nutritionnels, Harrison est en bonne santé et il retrouve rapidement une vie normale. Du moins, aussi normale qu'elle peut l'être après avoir traversé une telle épreuve. Pour Harrison, comme pour le plongeur qu'il a trouvé, il n'est pas exclu qu'une intervention divine y soit pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, depuis ce fameux jour de mai 2013, Harrison respecte la promesse qu'il s'était faite, ne jamais retourner en mer. J'espère que tu as autant de plaisir à écouter cette histoire de survie qu'on en a eu à la réaliser avec Niels. Tu peux mettre un pouce bleu sur cette vidéo et laisser un commentaire si c'est le cas. Alors cette histoire de survie n'est que la première de ce que j'espère être une longue série. On a beaucoup d'idées en tête, et je t'en parlerai dans ces prochaines semaines. Mais en attendant, si tu as des histoires de survie que tu aimerais que j'évoque, tu peux les mettre dans les commentaires et je lirai tout ça avec attention. À bientôt camarades.